This is a tasty praline. Mais je n'en ai plus. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Bah des pralines de Fanny. T'en as pas eu? Non. Mais du coup, est-ce que Corsarini Design est devenu une chaîne YouTube qui parle de chocolat belge? Ah non, pas du tout. Preuve, si j'ai mangé l'entièreté de cette boîte de pralines, c'est un peu à cause de l'impression 3D. Mais au fait, t'es toujours pas abonné à la chaîne, toi? Allez, laisse-moi t'expliquer comment j'ai obtenu cette boîte de pralines. Tout commence par un reportage de la RTBF début de l'année 2019. L'histoire de Fanny, cette jeune femme est devenue hémiplégique suite à un AVC. Et son combat continue car elle vient de terminer ses études de chocolaterie-pâtisserie. On m'avait dit d'arrêter de changer de métier parce qu'à un bras, pas de bras, pas de chocolat. Mais en cuisine non plus, elle ne reçoit pas les aides demandées, comme un ouvre-boîte électrique, un éplucheur électrique, un tire-bouchon électrique. Par contre, voilà ce qu'on lui octroie. Il rembourse ceci qui est un antidérapant, donc ça colle un peu. Et avec ceci, uniquement à une main, on est censé pouvoir, d'une quelconque façon, je ne sais pas, ouvrir ce bocal. Ici, on a une planche à trous qui est destinée à pouvoir piquer et éplucher et découper tous mes aliments. Donc ici, si on prend une orange, si on appuie un peu... En voyant les difficultés que connaît Fanny dans son quotidien, je me dis que l'impression 3D pourrait éventuellement l'aider grâce à la fabrication d'outils adaptés et personnalisés. Tu vois, on y arrive à l'impression 3D. Ok, je commence à comprendre. Et toi Chantal, tu comprends? Je décide donc de la contacter et de lui faire part de mon idée. Après quelques discussions avec elle, nous décidons de nous lancer sur un premier projet. L'amélioration esthétique du manche d'un couteau adapté. Je décide donc d'envoyer une première idée à Fanny, mais qu'elle n'approuvera pas. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi. Pour clarifier un peu son envie, elle décide de m'envoyer un croquis qui me servira de guide dans le design de ce manche. Elle m'envoie également des images qui l'inspirent et qu'elle aimerait retrouver dans le manche de son futur couteau. Comme vous voyez, on est plutôt sur des formes très aérées, ce qui pourrait poser problème au niveau de la solidité. Surtout que nous parlons d'un manche de couteau qui va être soumis à rude épreuve. Voici un premier critère important dont il faut tenir compte quand vous dessinez ou concevez une pièce pour l'impression 3D et que vous allez choisir la technologie et surtout le matériau qui va composer l'objet. Ensuite, il faut se rappeler que le manche du couteau va être en contact avec la peau, avec du produit vaisselle et avec de la nourriture. Il faut donc qu'il résiste à ces attaques et également que le matériau soit non toxique. Le troisième critère concerne la couleur, que Fanny souhaiterait noire et non pas rose comme dans mon premier design. Le dernier critère concerne le prix. Comme il s'agit d'un outil de cuisine et non pas du dernier gadget qu'on va balancer dans l'espace, il faut que le prix soit abordable. Je décide donc de partir sur un matériau polymère thermoplastique, autrement dit un plastique, assez versatile, c'est-à-dire qui peut être utilisé dans pas mal d'applications. Comme on a une structure assez aérée, comme je le disais, je vais renforcer l'intérieur du manche par une structure lattice. Vous verrez de quoi il s'agit plus tard. Et pour obtenir la couleur noire, je le ferai après fabrication. Le nom de ce polymère que j'ai choisi s'appelle du polyamide. Autrement dit, le nom commercial c'est du nylon. Vous devez connaître. Ah oui d'ailleurs, au passage, si vous voulez plus d'informations sur la façon de procéder pour choisir la bonne technologie en fonction de votre projet ou de votre application, vous pouvez vous rendre sur corsarini-design.com. Sur le site, en vous inscrivant à la newsletter, vous aurez accès à un livre blanc gratuit qui vous explique toutes les étapes pour parvenir au meilleur choix de technologie. Allez-y. Alors on y est. Entre guillemets, fini la rigolade. Ici, je vais vous expliquer toute la démarche que j'ai suivie pour créer le manche du couteau de Fanny. On va parler de logiciels de dessin, de logiciels de modification d'STL et également de comment on fabrique la pièce. Alors si vous ne voulez pas voir ça, vous pouvez vous rendre plus loin dans la vidéo. Alors on démarre de la page YouTube où vous devez absolument vous rendre, celle de Corsarini Design. Tiens donc. On va ensuite utiliser le programme Fusion 360 d'Autodesk qui est gratuit tant qu'on ne l'utilise pas de manière commerciale. Alors voici l'environnement de Fusion 360 avec toutes les options de design, mais également toutes les autres options. Entre autres, vous avez de la simulation, du rendu et de l'animation.
C'est quand même assez complet comme programme. Commençons par la base en créant notre première esquisse. Nous allons y dessiner un rectangle en utilisant ici l'option ligne. Il faut savoir qu'il est possible de dessiner directement un rectangle via une autre option. Donc comme vous voyez, d'abord on va commencer par tracer les lignes du rectangle et ensuite on va passer un peu de temps à contraindre ce rectangle. Ensuite on crée une révolution pour créer un volume. C'est pas très joli comme manche. Alors ici l'idée c'est de se servir du rectangle pour définir l'espace de travail pour créer un manche plus design. Et pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle des splines, donc c'est-à-dire des lignes courbes qu'on sait paramétrer et qu'on sait changer via des poignées. Ces poignées, on sait également les contraindre de manière géométrique, c'est-à-dire donner des contraintes de parallélisme, de tangence, de perpendicularité, etc., etc. Alors un petit conseil, c'est toujours commencer par les contraintes géométriques. Tout ce que vous pouvez contraindre géométriquement, il faut d'abord le faire et ensuite seulement coter votre esquisse. Voilà le résultat. Ça commence à ressembler vraiment à un manche. Alors ensuite, on va recréer une esquisse pour générer le manchon qui va accueillir la lame de couteau. Alors ici, j'ai très fort accéléré la vidéo parce que ça prend un peu de temps. Alors vous voyez, je le cote, je mets beaucoup de dimensions, de contraintes, etc. Tout ça, toutes ces cotes, je les ai obtenues grâce à un pied à coulisses. Donc j'ai pris le modèle original et j'ai tout mesuré. Alors ici, on génère un new body avec ce manchon afin d'avoir deux pièces séparées et de pouvoir, via une opération booléenne, soustraire le manchon du manche. Parce que au final, je vais servir uniquement du manche pour créer cette structure un peu lattice. Alors ici, nous sommes dans l'enregistrement au format STL. Il y a quelques paramètres dans Fusion 360 qu'il faut changer pour avoir la meilleure définition. Alors c'est toujours un compromis quand on enregistre sous format STL. Un compromis parce que évidemment vous pourriez mettre les curseurs à leur maximum, mais vous vous retrouveriez avec un fichier très lourd. Par contre, si vous mettez tout au minimum, là vous aurez un fichier très léger. Par contre, vous aurez quelque chose, un objet très facettisé et très différent de votre design de départ. Alors maintenant, on va voir quelle solution gratuite s'offre à vous pour générer des structures aérées ou encore des structures lattices. On commence par le programme Mesh Mixer, également d'Autodesk, comme le programme Fusion 360. L'idée ici n'est pas de vous expliquer dans les détails l'utilisation de chaque programme, mais plutôt de vous donner une vue d'ensemble de ce qu'il est possible de réaliser avec chacun d'eux. Sous Mesh Mixer, on commence d'abord par augmenter la taille des triangles, afin plus tard d'obtenir une forme organique. Ensuite, grâce à l'option Pattern, on va générer la structure aérée extérieure du manche. Il est possible de générer des gradients d'épaisseur de matière, c'est-à-dire des variations d'épaisseur de matière sur toute la longueur du manche. Et voici le résultat. Je trouve ça assez satisfaisant. Maintenant, partons sur quelque chose de complètement différent. Une interface web qui permet de créer une application de traitement des fichiers STL via une programmation en JavaScript. Cette interface web est fournie par Shapeways, qui est aussi une société de services en impression 3D. Cette application s'appelle Shape.js. Vous pouvez la retrouver sur shapejs.com. Alors je vous passe tous les détails de mon programme, mais en gros, j'ai mis en place la possibilité de scroller des paramètres qui vont directement modifier mon design. Alors il faut savoir que sur Shape.js, on charge un STL qui est transformé en voxel et ensuite on peut à nouveau le reconvertir en STL. Le fait de transformer le fichier en voxel permet un traitement plus rapide du 3D. Maintenant nous allons passer sur le programme Netfab qui est à nouveau un logiciel développé par Autodesk. On a affaire ici à un outil professionnel. En effet, Netfab va permettre de générer des lattices, mais pas seulement. Il va permettre également de réparer des fichiers STL, de générer des supports pour la fabrication en impression 3D et de gérer la préparation d'un job avant fabrication. Un peu comme dans Mesh Mixer, on va commencer par retravailler la taille des triangles du fichier STL. Par contre, comme vous le voyez, il y a beaucoup plus d'options que dans Mesh Mixer pour pouvoir réaliser cette tâche. Une fois la taille des triangles et la résolution désirée obtenue, il est temps de passer dans la partie lattice. Encore une fois, cette partie est plus complète, mais aussi plus complexe que celle présente dans Mesh Mixer. On va commencer par générer une lattice de surface. Autrement dit, on va se servir des triangles du fichier STL et surtout des côtés de ces triangles pour leur donner une épaisseur qui feront office de tige dans la structure lattice. Une fois que la lattice est générée, il est possible de supprimer certains brins et également de lisser le résultat pour rendre la forme plus organique. Comme je l'avais mentionné au début de la vidéo,
la structure telle qu'elle risque d'être fragile. Il est donc nécessaire de créer une structure lattice également à l'intérieur du manche. C'est possible grâce à l'impression 3D et à l'utilisation de programmes adaptés. Comme vous avez pu le voir rapidement, il y a énormément de paramètres pour générer des lattices dans Netfab, que je ne vais pas décrire dans le cadre de cette vidéo, mais peut-être lors d'une prochaine si c'est un sujet qui vous intéresse. Une fois que les deux lattices sont générées, il reste quelques petits détails à régler avant d'avoir le produit final. Il faut d'abord mettre à l'échelle la structure interne afin de réduire légèrement sa taille et éviter que des brins ne dépassent du manche. Ensuite, il faut faire une opération booléenne pour lier les deux parties. Et pour finir, il faut réparer ou en tout cas vérifier qu'il n'y a aucun défaut dans le nouveau fichier STL. Et voici le résultat après toutes ces opérations. Nous voilà maintenant en possession de quelques fichiers STL à tester et donc à fabriquer. Comme je vous disais précédemment, on va fabriquer ces pièces en polyamide. Pour ce faire, on va utiliser la technologie SLS, c'est-à-dire Selective Laser Sintering. Si vous voulez plus d'informations sur cette technologie, vous pouvez voir la vidéo des 7 familles de technologies de l'impression 3D. Il ne me reste plus qu'à vous laisser découvrir les résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et également à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également vous rendre sur le site corsarini-design.com qui sera noté en bas de la vidéo, sur lequel vous pourrez télécharger un livre blanc qui explique toutes les technologies de fabrication additive ou d'impression 3D. Voilà, à bientôt!